Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Talk Tabou Media, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on brise les silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent notre communauté, comme la santé mentale, la quête identitaire, les tabous au sein même de nos familles et de nos traditions. Mais on ne s'arrête pas là. On parlera aussi de notre histoire, de notre culture et de tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Ce podcast, c'est un espace libre, bienveillant, où l'on se confie et s'exprime sans filtre. Alors installez-vous et bienvenue dans la conversation. Je me présente et je m'appelle Eva Gayatri Alphonse. Je suis indienne tamile de Karaikal et je suis animatrice podcast et également rédactrice / chroniqueuse pour IMDC Magazine. J'ai rejoint en septembre l'aventure chez Talk Tabou Media et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode. Salut à tous, moi je m'appelle Salva, j'ai 21 ans, je suis étudiante et aujourd'hui je suis venue chez Talk Tabou Media pour parler d'un sujet qui me tenait à cœur et vous allez le découvrir avec nous par la suite du podcast. Ok Salva, merci, super présentation, ça donne vraiment envie d'en savoir plus et sans plus attendre je vais vous dire la thématique du jour, c'est la vie en banlieue en tant que personne sud-asiatique. Donc pour parler de la vie en banlieue en tant que personne sud-asiatique, on pense qu'il est très important de dresser un contexte historique. Et là, on va vous parler de l'immigration post-coloniale. Et c'est ce qui va directement nous faire comprendre la thématique suivante, à savoir pourquoi en fait on vit dans un quartier et pas ailleurs, et quel est notre rapport à ce vécu-là. Donc Salva, je te laisse dans un premier temps présenter le parcours d'immigration post-coloniale de ta famille. Moi, du coup, si aujourd'hui je suis en France, c'est parce que à une époque, mon grand-père travaillait au Vietnam et il a été invité en France, avec beaucoup d'hommes et ils sont arrivés massivement en France, mais ils ont été accueillis à Oni dans un foyer pour hommes et ils n'ont pas emmené leur famille, ils étaient très rares à emmener leur famille. Mais ils pouvaient offrir leur nationalité à leurs femmes, à leurs enfants. Et grâce à ça, ma mère avait la nationalité. Elle s'est mariée avec mon père qui a eu la nationalité aussi. Et ils ont préféré quitter leur pays, le pays où ils habitaient, c'est-à-dire Dubaï, pour venir en France, car ils s'attendaient à un meilleur avenir et ils se sont dit que ça va être mieux comme ça. Du coup, c'est une nationalité française qui a été offerte par droit du sol, c'est bien ça ? Exactement, et comme c'est... On va pas dire héréditaire, mais lui, il l'a eu, du coup, il a offert à sa femme, voilà. Et après, la fille aussi, sa fille aussi, elle l'a eu, et grâce à sa fille, son mari aussi, il l'a eu. C'est ça, donc là, tu évoques le don de nationalité française par les liens du sang. Exactement, et comme c'était très valorisé, pour eux, c'était comme si ça avait gagné une grande chose, en fait. Alors moi, je vais me permettre de rebondir sur les sujets. En ce qui me concerne, pourquoi je suis venue en France, pourquoi ma famille a décidé de venir en France, ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand-père, du côté de mon père, travaillait pour l'armée française. Dans un contexte de colonisation, il a été amené à travailler pour les armées françaises. Et ce qui fait qu'il a directement obtenu, par ce biais-là, la nationalité française, qu'il a pu par la suite délivrer à toute ma famille. C'est-à-dire que mon père, lorsqu'il s'est marié avec ma mère, avait la nationalité française. Et donc, par le lien du mariage, ma mère a également pu avoir la nationalité française par la suite. Et il y a aussi ce côté post-colonisation, post-colonisation tout court, où nos familles qui sont indiennes ont ce rapport de l'Occident comme le monde merveilleux, comme le rêve absolu. Et c'est également ce que Salva disait dans ses propos en disant que ses parents ont vu ça comme une opportunité incroyable et qu'ils se sont dit que c'était limite un cadeau. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de venir en France avec cette idéologie qui a été imprégnée à cette époque-là et qui est toujours fortement présente sur nos populations qui vivent en France. Et c'est ce qui fait que mes parents ont décidé de venir en France pour améliorer tout simplement nos conditions de vie. Du coup, là, la question que vous devrez spontanément vous poser, c'est « Ok, vos familles ont décidé d'arriver en France, mais pourquoi en fait vous vivez dans des quartiers et pourquoi c'est le sujet du podcast aujourd'hui ?» Et Salva, je te laisse prendre la parole sur ce sujet du coup. Moi, ce que je pensais, c'est que nos parents cherchaient à avoir quand même ce petit lien avec l'Inde. Et de ce point de vue-là, ils ont cherché des endroits où il y avait... où c'était plus chaleureux, où il y avait beaucoup d'Indiens, ou même qui les rapprochaient de la grande ville, c'est-à-dire Paris, sans trop s'éloigner de Paris et sans trop être entouré de Français. Parce que on les entend souvent dire les villes de blancs, et peut-être qu'ils n'ont pas voulu être dans ces villes-là. Et moi, je pense du coup que c'est pour ça que
ils ont fait le choix de s'installer dans les villes, enfin dans les banlieues, dans les banlieues parisiennes. Ok, donc ce que je comprends, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de ne pas être dépaysé. C'est ça, et d'avoir cette communauté-là autour d'eux, même s'ils ont quitté cette communauté. En fait. C'est ça, de continuer à avoir a little India in France. C'est ça, exactement. Je comprends. Moi, par contre, j'aimerais souligner aussi autre chose que moi j'ai pu voir et ce qui me fait directement lien avec ce que je vous ai dit précédemment sur l'immigration post-coloniale, c'est que les populations des anciennes colonies sont forcées de manière inconsciente à vivre dans des quartiers parce qu'elles ne disposent pas en fait du même mode de vie, de la même palette financière que les personnes vivant en France depuis plusieurs années. Donc ça relègue directement ces populations à se contenter de vivre dans ces lieux-là. Et c'est pour ça en fait que souvent on se retrouve dans des mêmes lieux avec des personnes issues d'anciennes colonies, donc des sujets post-coloniaux qui vivent ensemble. Et tout ça en fait c'est intéressant de le comprendre sous un point de vue politique, géopolitique, ce sont les termes. Et voilà, c'est très intéressant de le mettre en lumière pour la suite de nos propos. Donc là, en fait, on va parler de notre rapport au quartier, tout simplement, à la vie du quartier, de banlieue. Est-ce que ça a un lien avec notre identité? Est-ce qu'on s'assimile, du coup, à la vie du quartier, à sa culture, ou non? Et du coup, je vais laisser la parole encore une fois à Salva. Moi, personnellement, j'ai toujours vécu dans différents quartiers. Même si c'était dans différentes villes, on retrouvait toujours cette vibe d'être un peu... Cette ambiance familiale. On sortait en bas, il y avait tous les enfants de tous les bâtiments qui venaient, on jouait ensemble, on allait à la mosquée, il y avait les différentes communautés qui arrivaient avec leurs différents plats, on pouvait goûter le plat de l'autre, on découvrait. Et même nos mamans, elles étaient habituées à ça, en partant au marché, en partant faire les courses. Elles voyaient en fait, c'était vraiment une ambiance de famille qu'il y avait. Et après, on a les fêtes de quartier, ça c'est des choses qu'on ne trouve pas dans toutes les villes. On a les fêtes de quartier où chaque origine est mise en valeur, où on peut voir des groupes de danse indiens, des groupes de danse afro, des musiques orientales, on peut voir du henné, on peut voir des différents plats. Comme c'est beaucoup de familles, des familles nombreuses, des familles avec quelques enfants qui y résident, c'est ça qui est reflété en fait. Et donc aujourd'hui, dans mon identité, je suis une personne par exemple qui aime être entourée, qui aime les fêtes où on fait connaissance, où il y a de l'animation, parce que j'ai grandi comme ça en fait. J'ai grandi dans un environnement de cette manière-là et assez jovial, on va dire. Ok, super. Je sais pas vous les auditeurs, mais moi j'ai vraiment bu les paroles de Salva parce que je me suis totalement redécouvert et entendu dans son discours. Et j'ai envie de vous dire, j'ai un petit peu les mêmes choses que j'ai envie de vous dire sur mon rapport au quartier. C'est vrai que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis fière de vivre dans un quartier et d'avoir en fait l'identité la culture du quartier, des banlieues en moi parce que c'est vrai que ça a été un chemin périlleux, mais aujourd'hui, je peux vous le dire parce que c'est vrai que quand je remonte à mes souvenirs d'enfance, il y a aussi ce côté confiance des parents quand tu es dans un quartier. C'est-à-dire que tes parents, ils vont avoir tendance à te laisser seul avec tes amis à un âge plutôt restreint quand t'es petit parce que en fait on sait qu'on est dans un entre-soi. Tes parents en fait ils ont toujours un œil sur toi, ils te regardent par la fenêtre, ils savent très bien où t'es et t'as ce côté en fait où tu continues à développer une sociabilité de proximité avec des personnes. Et ce que j'aime beaucoup c'est aussi le côté diversité et mixité. En fait t'es entouré de plein de gens avec plein de cultures, plein de traditions, t'en apprends toujours. En fait je trouve ça trop intéressant de se dire à quel point en fait on peut tous être différents par nos parcours, par nos origines, par notre éducation, mais se retrouver ensemble et kiffer. On se retrouve tous en tant qu'ancienne colonie dans un contexte post-colonial qui fait que on a en fait plus ou moins des mêmes schèmes, que ce soit par nos histoires, c'est-à-dire qu'on connaît le racisme, on connaît les discriminations, on connaît la colonisation, on sait ce que c'est que de se faire piller. Et en fait, on a tous à différentes mesures ce vécu-là qui fait que on est dans un entre-soi où on a une forme de bienveillance et de compréhension sur le vécu de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de se parler en un regard, on se sait. Les choses sont simples. Par exemple, à l'heure du goûter, on n'a pas forcément beaucoup de choses, mais on se les partage. On est là, on va se faire une cagnotte entre qui a quoi dans son portefeuille. On va tous aller à la boulangerie en gang et on va dire oui monsieur, moi je fais ce paquet de bonbons et on les partage ensemble. Et en fait je pense qu'on voit de la nostalgie dans mes paroles, mais ce que je veux vous dire c'est que ce sont des valeurs qu'on retrouve dans nos cultures réciproques. C'est-à-dire l'entre-soi en termes de quartier, c'est-à-dire qu'on a des codes ensemble et qu'on les applique, mais également le côté familial.
C'est-à-dire, moi maintenant je cuisine, j'ai pas de sel chez moi, je stocke chez le voisin, il va m'en passer. C'est ce côté en fait que tu peux retrouver aussi chez toi quand tu pars au pays. Les fêtes de quartier, franchement, exceptionnelles. Et c'est plein de choses qui te permettent d'un côté d'être toi et de pas faire semblant. Je trouve que la vie au quartier, ça te permet en fait de valoriser ta culture, de valoriser ta personne et qu'elle soit acceptée. Parce que c'est vrai que dans d'autres lieux socialement différents, tu vas avoir tendance à un petit peu cacher qui t'es. Un simple exemple, tu sors en tenue traditionnelle, en bas de la cité, personne va te regarder bizarrement. Ou ça, on va te dire, ah ouais, non, j'avoue, ça en jette, c'est ça ou pas. Et t'as pas ce regard. En fait, c'est comme si t'es chez toi et que tu sors. Quand je dis chez toi, c'est dans ton pays, tu sors, personne va te regarder bizarrement. Tout est plus simple au quartier. Et là, c'est vrai qu'on a parlé des points plutôt positifs. Qu'on aime, pourquoi en fait on s'associe au quartier, mais c'est vrai que malgré cette identité qu'on a, et ces points positifs qu'on met en lumière, il y a quand même un vécu très lourd en tant que personne sud-asiatique. Et encore une fois, je vais laisser la parole à Salva pour commencer. Comme je vous ai dit, je suis passée par différents quartiers parce que j'ai beaucoup déménagé. Et une fois arrivée dans la ville où j'habite actuellement, en primaire, j'avais quand même une apparence où on savait que j'étais indienne. J'avais une très forte pilosité. J'avais un monosourcil, j'avais des sourcils très épais, j'avais un gros duvet, des grosses pattes. Et en fait, on pouvait même dire que c'était un début de barbe. Et à cause de tout ça, déjà, je me prenais énormément de moqueries. Et mon corps, c'était pareil à la piscine, par exemple. J'étais très gênée parce que les filles me disaient, ouais, mais pourquoi toi, t'es différente de nous, en fait. C'était juste un truc différent à moi et j'avais toujours envie de me cacher. Et après, c'était les insultes. Dès que tu faisais un truc, on me disait, ça te pondait. Et petit à petit, t'as quand même une petite honte, même si t'es contente de, par exemple, à la photo de classe, de venir en tenue indienne. Au fond de toi, t'as quand même une petite honte parce que ces gens-là, ils se moquent de toi. Même quand ils mettent des musiques indiennes, même si d'un côté c'est la musique que t'aimes bien écouter à la maison, en classe ça te gênait un peu parce que les gens ils allaient dire ah mais les paroles sont bizarres, vous parlez d'une manière bizarre alors que c'est une langue parmi d'autres. Et petit à petit les choses ont continué comme ça. Et une fois arrivé au collège, moi j'étais dans une primaire où il y avait énormément d'Indiens. Mais arrivé au collège, il y avait moins d'Indiens parce que j'ai oublié de le dire, mais j'étais dans un quartier qui s'appelait la CDI, c'est-à-dire la Cité des Hindous. Et donc, il y avait énormément d'Indiens. Les gens, ils nous assimilaient au curry, au riz, au curry, riz, les épices qui sentent fort, les tenues où on sent les épices. Et on pouvait nous dire, ouais, vas-y, tu peux le curry, des trucs comme ça. Mais une fois arrivé au collège, il y avait moins d'Indiens, mais malgré ça, je voyais ça qui continue. Par exemple, une simple anecdote, je marchais dans la rue tranquillement avec une amie, et là, moi, même si j'avais cette apparence un peu d'indienne, elle ressemblait plus à une vietnamienne, parce qu'elle a les yeux très bridés. Et je vois au loin, il y avait des jeunes un peu plus grands que nous, qui ont crié « les Indiens, vous voulez nous sucer ou quoi ? Les Pacates, vous voulez nous sucer ou quoi ?» Mais qu'est-ce qu'on avait fait ? On marchait calmement, on marchait gentil, on faisait rien. Juste on parlait entre nous, on marchait et j'ai ma copine qui me dit à côté de moi, des fois je me demande pourquoi je suis indienne. Et encore moi à cette époque-là, j'avais cette fierté d'être indienne. Donc j'ai dit non, mais dis pas ça, laisse, ils sont comme ça des gens, etc. Ou encore quand je voyais des groupes d'amis un peu plus populaires que moi, enfin des groupes d'amis on va dire qui parlaient à tout le monde, qui étaient un peu vus comme les gens plus populaires que soi, je voyais que dans ces groupes-là, le seul Indien ou le seul Sri Lankais qui était, il allait se prendre des moqueries. Je voyais qu'ils allaient se moquer de son nom de famille, qui en fait est un joli nom de famille, mais en français ça faisait très bizarre. Ou ils allaient se moquer parce qu'on n'a pas une équipe de foot qui est forte. Ils allaient dire, de toute façon, toi, parle pas du foot, ton pays, il est nul. Et je voyais ces personnes-là pleurer. J'ai même vu un garçon comme ça qui était un peu garçon de la cité, qui faisait un peu le mec, etc. Enfin, qui frimait un peu. Et il y a tout ça qui a joué en moi et qui a fait qu'en fait, petit à petit, j'ai eu une honte. J'ai commencé à complexer. J'arrive au lycée, c'était pareil. On me demandait de quelle origine, t'es pakistanaise. Je disais, non, je suis indienne. On me disait, mais c'est la même merde de toute façon. Mais comment ça, c'est la même merde? Parce que ces gens-là, et les gens qui me disaient ça, c'était souvent des Maghrébins, des gens des Sénégalais, des Maliens. Et quand à ces gens-là, tu leur disais Sénégalais et Maliens, c'est la même merde, ils allaient s'énerver contre toi, ils allaient taper en fait. Alors que toi, tu devais juste dire non, c'est pas la même chose, on parle pas la même langue, et tu devais commencer à expliquer, mais ils allaient même pas écouter en fait. Et c'est vraiment une fois avoir quitté, enfin pas quitté, mais s'être éloigné du quartier que j'ai vu une différence. Mais je pense que là, je donnerais plus la parole à Eva et entendre ce qu'elle a à dire par rapport à son vécu. Ok, très bien. Dans un premier temps, avant que je puisse parler de mon vécu, je pense que c'est important d'entendre
la violence des propos que tu as subis. Et j'ai envie de faire passer aussi un message à tous les auditeurs s'ils nous écoutent en ce moment même. C'est vraiment de sensibiliser sur le fait que c'est un vécu qui n'est pas normal et qu'on est également d'une certaine manière navré qu'on ait à vivre ce genre d'événements. Et je pense que même vous, de votre côté, quand vous avez entendu ces mots-là, soit en fait vous les avez normalisés, ou soit vous vous dites, si vous n'êtes pas du tout concerné et que vous ne saviez pas à quel point c'était violent, vous vous dites sûrement que, ok, c'est vraiment une mise en lumière sur des sujets qu'on ne connaissait pas vraiment. Et on ne se doutait pas à quel point ça pouvait être violent. Et là, clairement, concrètement, on peut parler de racisme et de discrimination. Et c'est d'autant plus marqué par le fait qu'en tant que Sud-Asiatique, je pose le postulat et l'idée qu'on vit un double racisme, un double vécu du racisme, à savoir d'un côté celui de personnes blanches envers nous, donc celui qui était initialement à l'origine, lors de la création même de ce concept, et également du racisme envers des personnes de notre propre communauté. Et je pense que ça peut arriver à d'autres communautés également, mais nous, c'est vrai que c'est très marqué parce que j'entends souvent, et c'est le cas avec ce que Salva nous a dit, concernant le fait que la majorité des personnes qui étaient discriminantes ou racistes vis-à-vis d'elles étaient des personnes racisées, pour ne pas dire la totalité. Et c'est vrai que c'est très important et nécessaire de mettre en lumière ça et de voir à quel point, en fait, on peut s'assimiler à la fois à une culture du quartier en se disant qu'elle est ouverte, dans laquelle on peut développer notre culture et être à l'aise avec qui on est, et de l'autre côté, avoir une marginalisation du vécu des Sud-Asiatiques dans les banlieues, et voir à quel point, en fait, c'est compliqué d'être nous, en fait. Au final, on peut se poser la question de, ok, on vit dans un quartier et on aime la vie de quartier, mais est-ce qu'on peut être nous-mêmes au quartier? Alors moi, c'est vrai que je pense que c'est plutôt différent, parce que Salva, elle vous l'a pas dit, mais elle a une grande sœur, qui, elle, est née en Inde. A contrario, moi, j'ai un grand frère qui est né en France. Et je pense que quand t'as un grand frère au quartier, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, mon frère, il était dans la culture du quartier. Donc, quoi qu'il arrive, on me touchait pas. C'est-à-dire que j'avais pas forcément des critiques directes ou face à ma famille sur qui j'étais. Donc moi, franchement, j'étais là, je vivais ma vie. J'avais pas forcément cette impression d'être étrangère. Parce que c'est vrai que moi, je traînais avec tout le monde, je rigolais, j'étais cool. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais la protection de mon frère. Sans que je le sache, j'avais la protection de mon frère. Et le moment où j'ai perdu sa protection, c'est au moment où j'allais à l'école. La vie est beaucoup plus violente. C'est-à-dire que moi, en primaire, j'ai vécu du harcèlement, du racisme, mais de manière très violente. C'est-à-dire que c'était pas juste... En vrai, je dis que c'était pas juste, mais c'est déjà super violent de recevoir des propos comme ça. Mais ça allait encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai eu des propos discriminatoires, du coup, Poundé, Pac, etc. On vous épargne la liste. J'ai également eu des tentatives d'intimidation, où en gros, on me poussait, on me frappait, etc. Et dans tous les cas, on était là en mode « toi, ça va rien faire. Toi, ça va rien faire. Bah, les Indiens, ils font rien. » Ah oui, non, je disais que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Et c'est un vécu que j'ai très longtemps visibilisé. C'est que j'ai été victime d'attouchements de la part d'élèves de l'école primaire, où ces gens s'amusaient à toucher mes parties intimes à la cantine. Bah, je vivais ça. Et en fait, on me frappait, on me disait, ouais, mais en fait, ouvre pas ta bouche, parce que si tu ouvres ta bouche, ça va être encore pire que ce qu'on t'a fait. Et au moment où ça s'est passé, je me disais, mais en fait, les gars, allô, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus humiliant et de dégradant en termes de dignité humaine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te sens même plus humain, parce que en plus, t'es petit. Franchement, t'as pas une éducation adaptée à ça pour comprendre que c'est pas normal. Et c'est un événement qui a été un vrai déclic dans ma vie. Surtout que moi, en fait, à ce moment-là, je sais que on n'est pas forcément éduqué à réagir dessus, mais moi, en tant que fervente militante dès mon plus jeune âge, je me suis dit non, en fait, ça va pas se passer. Donc moi, j'étais là en mode je voulais quitter la table, je voulais parler, etc. Mais ma voix était tue. C'est-à-dire que quand on me frappait, je me suis dit waouh, ça va peut-être pas s'arrêter maintenant. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais ok, mais qu'est-ce qui peut être pire que ce qui s'est passé? Et quand on me disait on va faire pire, je me suis dit ok, ben là ça va être de la torture, donc moi je vais pas forcément vivre ça. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire profil bas pour le coup, mais je vais en parler en interne. Et le problème, c'est que j'ai eu des amis qui ont donné raison à ces personnes, dans le sens où elles m'ont pas soutenue. Pas dans le sens où elles étaient d'accord avec ce qui s'est passé, mais qu'elles m'ont dit parce que si t'en parles, ça va être pire.
Et moi, dans ma tête, c'était en mode, mais même si c'est pire, c'est pas normal. En fait, j'ai toujours eu cette logique d'équité et de justice et de me dire, s'il y a quelque chose d'injuste, il faut en parler. Et là, quand je me suis rendu compte que même mes proches me disaient de pas en parler, je me suis dit, bah, elles ont peut-être raison. Parce que je pense que quand t'es jeune, t'as aussi cette naïveté de te dire, bah, tes proches ont raison. Et s'ils te protègent, c'est pour une bonne raison. Donc, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai continué à subir dans le sens où, bah, ça s'est pas reproduit. Parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que si ça se reproduisait, je serais pas forcément silencieuse sur ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont peut-être potentiellement eu peur. Mais les tentatives d'intimidation ont continué par la suite. Bah, c'est là que tout a été différent et où je me suis vraiment rendu compte que j'étais une étrangère. Même si je m'assimilais pas du tout. Enfin, je savais pas forcément les codes, en fait, de ma culture. C'est là que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, t'es une étrangère et que t'es pas respectée. Et je pense aussi, ce qui était compliqué, c'est que même encore aujourd'hui, quand j'ai eu l'opportunité d'en parler, enfin, je disais qu'en gros, j'ai été victime de racisme et de discrimination. On me disait, Mago, t'es pas noire. T'es pas arabe. De qu'est-ce que tu me racontes? En fait, ce que là, je vais mettre en lumière, c'est que dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif, les seules personnes victimes de racisme sont les Noirs et les Arabes. C'est vrai que le racisme est présent pour ces communautés, mais ça n'exclut pas le racisme qu'on subit nous, les Asiatiques, donc que ce soit les Sud-Asiatiques ou les Asiatiques de l'Est ou tout autre type de population. Et c'est encore plus dur quand tu vis quelque chose d'aussi traumatique et qu'on te dit, ben non, en fait, c'est pas ça que tu vis, c'est autre chose. Donc je pense que c'est un point qui a été vraiment culminant et déterminant dans ma personnalité et qui fait que je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très contente de parler avec Salva de ce sujet qui mérite d'être traité, parce que j'aurais aimé qu'on ait ce type d'interaction avec des personnes pour nous dire et pour nous entendre, en fait, parce que là vraiment je pense qu'on s'en rend pas compte, mais j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en lumière un vécu dont personne ne parle. Donc là, on aimerait également parler du rapport à notre communauté vis-à-vis du racisme qu'on subissait. Bah, franchement, déjà, c'était assez frappant ce que tu m'as dit. Je m'attendais pas à autant parce que, moi, jamais j'ai eu d'attouchement, on va dire, jamais été tapée. Après, bon, sincèrement, comme je savais que j'étais indienne, j'avais assez peur, en fait. Parce que je savais que fallait pas retaper en retour, fallait être gentil, fallait être bienveillant, fallait sourire, etc. Du coup, même si on me cherchait, je restais calme, en fait. Et donc, après, bah, peut-être que j'ai déjà eu l'occasion, des gens qui ont vraiment voulu me chercher, mais je m'éloignais, je partais. Vraiment, j'avais peur. Vraiment, sincèrement, j'avais peur. Et j'ai toujours été comme ça. Mais, comment vous dire, en fait, même dans notre communauté même, à un moment donné, j'avais plus de soutien. Parce qu'au début, si, je me suis fait beaucoup d'amis indiens, mais après, il y en a avec qui je suis encore amie aujourd'hui, c'est vraiment mes amis proches. Mais il y en a d'autres qui ne me correspondaient pas et je me suis éloignée d'eux. Mais par exemple, quand j'étais avec ces amis indiens, déjà, les gens autour de nous, les personnes racisées, ils nous disaient ah, vous aimez bien rester entre vous. Vous êtes India Gang, vous parlez de votre langue. Moi aussi, j'aime bien parler de votre langue. Et après, ils se moquaient un peu de notre langue. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous voyez un groupe d'amis turcs, un groupe d'amis maghrébins, vous n'allez pas dire ça. Mais pourquoi nous dire ça? Et je me suis toujours posé cette question. Du coup, des fois, j'avais même pas envie de traîner, qu'avec des Indiens, parce que je me disais, non, on va me juger. Et à un moment donné, comme j'ai essayé de m'éloigner de tout ça, des Indiens, j'ai arrêté de regarder des films, j'ai arrêté d'écouter de la musique indienne. Et chez moi, oui, je mangeais des plats indiens, je parlais un peu tamoul avec mes parents, mais sans plus. J'avais cette image de la fille qui veut sortir de la communauté. J'avais carrément une réputation à cause de tout ça. Et les endroits où il y avait beaucoup d'Indiens, les tantes, je pense qu'on sait tous que de toutes les origines, il y a le groupe de tantines qui parle un peu sur tout le monde. Par exemple, chez les Indiens, ce groupe de tantines, je sais qu'elles me voyaient mal. Donc, quand il y a un regroupement, il y avait un événement et que je voyais ce groupe de tantines, ce groupe de tontons, ce groupe de jeunes, j'essayais de pas me glisser dedans. Les tontons. Vraiment, les tontons encore, ils étaient gentils, mais les tantines, je pouvais pas, parce que vraiment, je savais qu'on me regardait différemment. Qu'on se disait, ouais, cette fille-là, c'est pas une fille à maman, c'est pas une fille à papa, elle veut s'émanciper, elle est différente. Et j'ai vraiment ressenti un rejet de la communauté et jusqu'à maintenant, sincèrement, si je vois un groupe de tantines, je pars ailleurs. Je pars loin.
Ok, très intéressant. Et j'aimerais mettre en lumière une certaine idée vis-à-vis de ce que tu es en train de nous livrer. C'est vrai qu'il y a un rapport en fait de la communauté propre au rejet lorsque tu commences à t'intégrer. Et je pense en fait que c'est tout simplement lié à un défaut d'intégration de la part du pays d'accueil. C'est-à-dire que majoritairement en fait on est des cultures, des communautés qui sont reléguées et dont on n'accepte pas forcément la culture ou le vécu. C'est-à-dire que Bollywood ça passe, Mais Hollywood, la ça fête de passe pas. Ganesh ça passe pas. Genre les noix de coco ça passe pas. Genre partout dans les rues de Paris, ça passe pas. Mais Bollywood, Bollywoodian, tout ça, c'est très sympa. Donc il y a vraiment ce côté où il y a un regard occidental porté sur notre culture de ce qui est valorisé et ce qui n'est pas valorisé. Mais le problème, c'est que ce qui est valorisé ne nous représente pas. Donc dans notre représentation, à savoir ce que nous, on est vraiment, on a du mal à se livrer, à être intégré tout simplement parce que il y a toujours cette logique de rejet, de t'es bizarre. C'est pourquoi tu fais ça en fait. Et en fait, il y a tellement un poids fort de l'Occident sur nos cultures que souvent nos familles en fait elles vont avoir tendance à cultiver un entre-soi, un communautarisme pour pouvoir continuer à perpétuer les traditions, les coutumes, en se protégeant ensemble en fait du regard des autres et de ce manque d'intégration. Et je pense en fait que justement c'est ça qui fait que parfois on a une perception plutôt négative des personnes comme toi, ou voire comme moi, parce que moi, on m'a déjà dit, non, elle est trop francisée. Mais francisée de quoi? Juste parce que bah, tu rigoles avec des personnes d'autres communautés. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que d'un côté, je me dis, c'est la vie au quartier et la vie en France qui fait que on côtoie énormément de diversité, mais si on avait continué à grandir chez nous, on n'aurait pas côtoyé de la diversité. On serait resté qu'entre nous. Donc c'est vrai que c'est aussi ce côté super opposé entre nos cultures où on est vraiment entre nous. Dans notre pays, vraiment, tu vas avoir que nous. Et quand tu arrives en France où tu as tout, la mixité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un choc. Et côtoyer d'autres personnes, performer de la mixité, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, il y a souvent une réticence de la part de nos communautés d'un point de vue culturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait de sa culture? Est-ce que quand elle est avec ces groupes de personnes, elle exprime sa culture? Est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'elle se fond dans la masse? Et souvent, je pense qu'il y a cette idée de se dire, OK, elle se vend auprès des autres en troquant son identité. Et je pense que c'est ce qui dérange. Et c'est vrai que c'est compliqué d'osciller entre notre identité et notre culture dans ce type de relation. Et moi, du coup, dans ce cas-là, je voulais parler du rapport à la communauté. C'est vrai que je rejoins un petit peu le discours tantine-tonton. On a un côté dans notre culture qui est très discrète. I just parle. C'est-à-dire, peu importe ce qui t'arrive, c'est vraiment la base. Dans tous les films, tu vas entendre cette phrase. Et la traduction, c'est laisse couler. Ah, justement, c'est Ouais, exactement ça. c'est ça. Genre, ne pas parler, c'est donner raison d'une certaine manière et c'est invisibiliser un vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on se tait souvent. Parce qu'on est aussi dans une politique de non-violence et de se dire non mais la violence elle résout rien, genre tu vas le taper, tu vas t'attirer des problèmes, tu vas t'attirer beaucoup plus de problèmes mais il faut pas réagir. Il faut pas réagir et c'est pas grave. En fait, tout simplement comme si on était des super-héros dotés de pouvoirs incroyables et qu'on était des surhumains et qu'on pouvait tout encaisser parce que c'est dans notre culture. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai grave intégré. Et je pense qu'il y a aussi un supplément à tout ce que je suis en train de vous dire, le côté protection très, très, très éveillé chez nous. C'est-à-dire qu'on est très dans la sécurité et dans la protection. Et moi, ce qui fait que j'ai pas parlé de ce que j'ai vécu à ma communauté et à ma famille tout court, parce que là, en vrai, j'ai envie de vous dire, j'en ai jamais vraiment parlé, parce que j'avais toujours ce souci de me dire que ça allait leur faire plus de mal à eux qu'à moi. Parce que dans nos cultures, on a toujours cette idée de se dire, en fait, on va faire du mal à nos parents si on leur raconte qu'on a souffert. Parce que nos parents, en fait, ils ont tout donné pour nous. Ils se sont déplacés, ils ont quitté leur pays d'origine avec lequel ils avaient des attaches pour nous, en fait, pour notre quotidien. Et en fait, eux, ils ont vraiment cette illusion et cette idée de se dire, on a d'aide, en fait. Heureusement qu'on a fait ça et on a tout réussi. Et c'est grâce à nous et grâce à nos sacrifices, en fait, qu'aujourd'hui, ils sont bien. Et moi, je me voyais trop mal leur dire, en fait, j'aurais peut-être préféré rester là-bas. Parce que, en fait, d'un côté, nos parents ont tout donné pour qu'on s'en sorte et qu'on réussisse et qu'on soit heureux. Et leur donner, du coup, un vécu qui est opposé à ce qu'eux, ils pensent et de se dire, potentiellement, vous n'avez pas réussi à me protéger. Moi, je parle de mon cas, c'est super violent. Et en fait, moi, de mon côté, je voyais ça de manière beaucoup plus violente que mon vécu à moi. Et c'est vrai que moi, j'ai ce côté super-héros que j'ai développé, de me dire, OK, il y a un truc compliqué qui t'arrive, mais stay positive. C'est compliqué, ça va aller mieux.
Et j'ai vraiment toujours eu cette tendance à avancer comme ça, à me dire, ok, bah c'est pas grave. Je préfère porter le fardeau, le poids du monde sur mes épaules que d'autres personnes en fait en face de moi qui sont plutôt proches et qui sont empathiques et qui ont plus d'émotions que moi puissent se sentir du coup mal vis-à-vis de ça. Donc ouais, c'est vrai que j'ai souvent eu ce rapport-là de me dire, ok, bah je préfère invisibiliser ce vécu, pas pour les autres, mais pour sauver et protéger ma famille, quoi. Parce que comme je vous ai dit, ça atteint vraiment l'intégrité humaine et l'identité même d'une personne et de ses proches, tu vois. Voilà, je trouve que t'as ce côté en fait qui bride ta parole. Et je suis pas un enfant adulte. Je peux vivre des choses en tant qu'enfant et avoir l'aide de mes parents en tant que soutien et leur en parler. Parce que quoi qu'il arrive, je sais qu'ils vont se battre et qu'ils vont démonter tout le monde et que tout va bien se passer. Sauf que vas-y, on n'est pas dans un film et que je sais que malgré tout, même s'il y aurait eu une justice, que mes parents auraient sûrement, seraient sûrement partis voir la direction, qu'on aurait fait toute une scène digne des meilleurs films. Je sais que la souffrance, elle aurait été présente au quotidien. Et il y avait aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un vécu que je vivais, mais que je savais que d'autres personnes vivaient, mais n'en parlaient pas. Et c'est pour ça que je trouve ça super pertinent et intéressant de lever la voix aujourd'hui et de parler de tout ça parce que, encore une fois, on est dans des communautés qui ne parlent pas quand ça ne va pas. Et j'ai envie de vous parler en fait des conséquences des vécus qu'on vous a parlé réciproquement, c'est-à-dire le racisme, la discrimination, l'atteinte à la dignité humaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Et qu'est-ce que ça fait d'être victime de ça sur nos identités respectives? Je te donne la parole, Salva. Moi déjà je vais clarifier un point. Enfin, moi du coup je suis indienne tamoule musulmane et je suis voilée. Je suis voilée depuis très longtemps. Et ma grande sœur elle l'était aussi. Et elle me disait t'inquiète pas, enfin elle me dit pas t'inquiète pas, mais elle me disait tu verras quand tu seras à l'université et où tu pourras garder ton voile, tu verras que tout le monde te verra plus comme une indienne mais te verront comme une arabe. Parce que je suis très claire de peau. Et une fois que j'arrive en études supérieures, quand j'y allais, la première fois, je dis que je suis indienne, on me dit waouh, t'es indienne! Et j'aurais pas cru. J'aurais dit t'étais marocaine, j'aurais dit t'étais algérienne, libanaise. Et en fait, on me listait toutes les origines du monde, sauf l'Inde. J'étais vraiment étonnée et c'était comme devenu une cape pour moi, le fait que je ressemble pas à une indienne. Et faut savoir que j'ai enlevé mon monosourcil, j'ai enlevé mon duvet, j'ai commencé à enlever petit à petit des trucs qui me dérangeaient vraiment et qui avaient causé du coup ce complexe et aussi ces moqueries. Et les Indiens eux-mêmes, ils commençaient à croire que j'étais une Pakistanaise et non pas une Indienne tamoule. Et même quand j'arrivais dans mon quartier, quand je travaillais dans une boutique à côté, etc., et je voyais, les gens ils étaient vraiment choqués. Genre, et même, en fait, dans leur tête, j'étais tellement une maghrébine que en fait, c'est que quand ils me voyaient arriver avec un plat de curry, et du coup, on va dire qu'ils disaient ah, mais en fait, t'es pas une maghrébine. Je disais non, non, je suis indienne. Et au début, c'était juste un choc parce que je suis indienne et que je ne ressemble pas. Mais à un moment donné, les gens, en fait, j'ai vu qu'ils aimaient bien notre culture. Ils disaient waouh, t'es indienne, j'aime trop ta culture, j'aime trop ton pays, j'aime trop tes tenues, j'aime trop vos plats. Et en fait, moi, c'est une petite fierté parce que j'avais très très peu connu ça. Quand j'ai quitté la banlieue pour étudier sur Paris, en fait, j'avais de plus en plus de bons commentaires. On me disait vraiment qu'ils aimaient bien mon pays. Après, c'était pas que positif, hein. On me disait, même si c'est un bon pays, comme je suis une femme, je peux pas voyager seule en Inde parce qu'il y a trop de viols, machin bidule. Bon, ça, on va dire que c'était pas tout le temps. Mais c'était une majorité de commentaires positifs. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à être fière un peu. Mais quand même, quand je revenais au quartier, quand je revenais dans ma ville, je redescendais tout de suite de tout ça parce qu'on me voyait encore comme la petite indienne, la petite pacate du coin. Et même quand je suis allée en Inde, on me reconnaissait plus comme une indienne. Et là, pour moi, c'était un choc. Je comprenais même pas comment ça se faisait. Ma grande sœur était plus claire que moi, mais moi, on me voyait pas comme une indienne. Il fallait que mes parents ils soient là à côté pour dire non, non, c'est ma fille, elle parle tamoul. Moi, je me voyais comme une indienne normale. Et c'est là qu'en fait, j'ai vu que non, aujourd'hui, je suis plus vue comme ça. Je suis vue comme une maghrébine. Du coup, oui, peut-être que je vais subir quelques commentaires. Du coup, c'est une voleuse parce que c'est une arabe, des trucs comme ça. Mais j'avais plus ces commentaires négatifs parce que j'étais indienne. Et oui, des fois, il y a des gens souvent me reconnaissaient comme une sud-asiatique. On me disait, ouais, est-ce que t'es pakistanaise? Mais c'était plus l'image que j'avais avant. Je sais pas si c'était le fait de peut-être embellir, mais on me traitait plus de la même manière. Et vraiment, le fait que
les gens, ils appréciaient ma culture. Pour moi, c'était une révélation. Et par là, j'ai eu un peu moins honte, même si j'ai toujours eu une honte en moi. Et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup à apprendre encore sur l'Inde et que les gens ne sont pas encore assez renseignés. Mais d'un côté, je vais pas vous mentir que l'arrivée des réseaux, ça a un peu changé ça. Parce que j'ai vu que au niveau de ma génération, il y a un respect. Enfin, il y a eu une plus grande admiration pour les tenues, pour les plats, encore une fois. Et tout ça a fait que ça a participé à ce changement un peu de vision sur les Indiens. Mais je vois que c'est encore présent parce que si on regarde des générations plus jeunes, on peut voir qu'il y a encore la discrimination. Mais avant de parler de ça, je vais laisser la parole à Eva et je vais lui demander à elle que c'était quoi ses cicatrices à elle, c'est qu'elle à elle, comment elle a vécu ça. Ok, super, merci de me donner la parole. Et dans un premier temps, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit parce que je pense que c'est important de le souligner, c'est que à la fois le fait de ne pas ressembler à une Indienne a été ta protection, ta cape, pour continuer à vivre en fait, de survivre, j'ai envie de dire, à tout ça. Et d'un autre côté, je pense que peut-être que tu le sais pas, et dis-moi si je me trompe, ça a été ton déclic. De te dire que quand tu pars au pays, en fait, ta cape, elle t'a tellement protégée et même invisibilisée sur certaines réalités que quand les autres t'ont dit, en fait, t'es chez nous, mais on n'a pas l'impression que t'es chez nous, ça a enlevé le voile que t'avais réussi à avoir pendant toutes ces années. Mais carrément, on me disait pour une Indienne t'es belle. Pour moi, c'était vraiment un compliment. Alors qu'aujourd'hui, c'est cette phrase-là, j'avoue qu'elle est de plus en plus mise en valeur. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui disent ouais, on me dit que je suis indienne et que je suis belle et que c'est pas normal. Mais moi, on me disait t'es indienne et t'es belle. Genre, pour moi, genre, c'était waouh. Genre, on m'a dit que je suis belle parce que je suis indienne. Ouais. C'est directement à l'essentialisation. En gros, c'est un concept sociologique qui permet de mettre en lumière le fait de réduire une communauté à certains critères. C'est ça. Et là, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement une image déformée de la réalité, parce qu'en fait, vous vulgarisez, entre guillemets, l'image d'une personne, alors qu'on est 7 milliards sur Terre. Et quand on voit les choses comme ça, on se dit, ouais, mais en fait, c'est juste des personnes qui sont pas assez éveillées, ou qui, en fait, sont tellement empreints de la culture occidentale. À savoir, quand je dis culture occidentale, faut m'entendre, c'est véhiculer les stéréotypes qui ont été véhiculés à ce moment-là. C'est-à-dire que si on nous appelle Pakat, Pak, c'est lié à l'histoire. C'est-à-dire que c'est les Blancs, à l'initiative même, qui nous ont appelés comme ça. Et ça s'est perpétué dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes qui nous appellent comme ça sont des personnes qui ont également été victimes de racisme, qui sont racisées. Et les personnes racisées sont souvent amenées à penser comme des blanches. C'est-à-dire que dans leur cerveau, elles ont les mêmes idéologies que des personnes blanches, sauf qu'en apparence, ce sont des personnes de couleur. Tout ça pour la simple et bonne raison que le racisme, en fait, s'il est aussi puissant et fort, et c'est la raison pour laquelle on a du mal à le combattre, c'est qu'il s'insère à la fois dans le psychisme des individus, à travers les images, les représentations, les idées qu'on continue de véhiculer sur telle ou telle communauté, et du coup les modes directement d'oppression comme la discrimination à l'embauche. Ce qui fait que c'est un imaginaire collectif, le racisme, qui fait que la plupart des personnes pensent à travers cet imaginaire. C'est-à-dire, pour notre cas, nous, ouais, vous c'est le curry, vous c'est le riz, vous c'est ceci, vous c'est cela. Et c'est en fait, c'est tant d'étiquettes qui ont été amenées par cet œil occidental. Et le moment où en fait ces personnes-là commencent à voir qui sont vraiment les Sud-Asiatiques, c'est au moment où elles arrivent à sortir de l'œil occidental, à savoir la désoccidentalisation, tout simplement, du regard. Et c'est à partir de ce moment-là que ces personnes arrêtent d'être des esclaves de la pensée coloniale. Non, en vrai, c'est trop fort, comme je l'ai dit, mais c'est sincère, hein. Mais en plus, tu leur dis, pacat, c'est un mot qui vient de l'époque coloniale. Ils vont dire, bah non, moi, je dis ça pour rigoler. C'est ça. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais là, en fait, ils ont le cerveau des colons. Et c'est ça le problème, c'est que les personnes disent, ouais, mais c'est drôle. C'est drôle. Encore, on va parler d'humour. C'est drôle. Les gars, une blague est drôle à partir du moment où les deux personnes rigolent, où les personnes trouvent de l'humour dedans. Si t'es la seule à rigoler de ta blague, pose-toi les bonnes questions. C'est pas de l'humour. C'est autre chose. C'est un autre concept, mais c'est pas l'humour. L'humour, c'est... En fait, on est là, on rigole, on fait du bien aux gens, etc. Quand tu dis des trucs comme ça, où est le bien? Où est le complexe identitaire? Alors moi, comment il s'est performé dans ma personne? En fait, moi, concrètement, le fait d'être indienne, ça a toujours été une fierté, en fait, intérieure. Mais pas une fierté extérieure. C'est-à-dire que intérieurement, j'avais besoin
de renouer toujours avec mes racines, de me rapprocher de ma culture. Donc, j'étais dans l'oscillation entre I'm too proud d'être indienne, genre je kiffe, je suis trop contente. Waouh, la culture est incroyable. Je peux pas montrer ma fierté d'être indienne et je peux pas montrer que je suis indienne. Parce qu'en fait, j'étais dans une logique de survie. Pour survivre, tu dois pas montrer que t'es indienne parce que le fait que t'es indienne, c'est problématique. Et de survivre à tout ça. Comment vous dire? À l'extérieur, je vivais sans être moi. C'est-à-dire que j'étais un fantôme. Et je vivais en étant la personne qu'on voulait que je sois, alors qu'au fond, c'est pas ce que j'étais. Et le fait de rentrer chez moi, c'était un petit peu mon cocon, où je pouvais me retrouver avec moi-même, avec mes origines, avec qui je suis, à regarder des films. Et j'avais vraiment l'impression d'exister vraiment. Et quand j'étais à l'extérieur, j'existais pas totalement. Et comme Salva vous l'a dit, et je pense que vous l'avez vu dans son discours, c'est qu'il y a eu une sorte de tournante. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait vraiment ce complexe identitaire qui se manifestait, mais il y a eu un déclic. C'est un parcours d'introspection propre au sujet post-colonial que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai vécu un traumatisme que j'ai intériorisé et que je me suis pas rendu compte d'avoir vécu pendant des années. C'est-à-dire pendant des années, je savais pas que j'avais vécu ça parce que ça n'existait plus pour moi, tu vois. Et ce qui a été un déclic pour moi, c'était pendant mon parcours universitaire où une prof a fait quelque chose d'horrible en fait. Elle a parlé de l'esclavage comme du commerce. J'étais là en mode, pardon, commerce. Genre là, tu vois le commerce triangulaire et toi, tu me dis juste commerce. Tu me parles pas d'esclavage. C'est-à-dire toi-même, t'es là, t'es dans les sciences humaines et sociales et tu parles de commerce. Et là, en fait, j'avais quitté le lieu et je me suis dit, c'est dingue. Du coup, c'était en 2020, à l'époque où, en fait, les choses sont censées changer. Une personne, du coup, la prof, elle était blanche, donc c'était encore plus violent. Peut-être qu'elle le voit encore comme ça, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle ne voyait pas forcément le problème d'en parler comme ça. Et c'est là que je me suis dit, nous, en tant que sujet post-colonial, on a un double vécu de ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il est à la fois objectif, on arrive à le définir sous des termes, par exemple, là, cette période-là, entre cette époque et cette époque, il s'est passé ça. En fait, à le globaliser, à le généraliser, et en même temps, on a un appui que d'autres n'ont pas, c'est le rapport subjectif qu'on entretient avec tout ça. C'est-à-dire notre double culture, c'est notre force et ça nous permet de voir les choses différemment, etc. En fait, pourquoi pas faire partie des premiers à parler, à lever la voix, à dire ce qui va, ce qui ne va pas, pour notre respect, pour notre dignité, et lever la voix sur nos combats, parce qu'ils sont autant légitimes que d'autres. Et pourquoi en fait d'autres communautés ont cette base, ce support, cette entente, cette écoute que nous, on n'a pas. Donc, si on n'en a pas, il faut la créer. Et je pense qu'à partir de là, tout a été mis en place pour que je valorise ma culture. En fait, je pense que toi, tu t'as levé le point sur le fait que c'était intéressant d'avoir de la valorisation de notre culture pour pouvoir valoriser la tienne. Moi, c'était vraiment de me dire, c'est mon côté militant, du coup, d'agir sur les injustices. Et que des erreurs comme il s'est passé ne se reproduisent pas. Et cette envie, en fait, de partager la richesse de ce qu'on est et développer tout plein de points sur des thématiques que personne ne connaît. Je pense que c'est ça, cette volonté vraiment d'éduquer les gens, parce que je pense que tout part aussi d'un point de vue d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être éveillées et à l'écoute pour entendre des choses, et c'est une forme d'éducation en fait qu'on peut faire auprès des personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Et je pense que justement en tant que sujet post-colonial, du point de vue de l'outil en fait. Moi, je parle d'un outil politique qu'on a en tant que sujet post-colonial qui nous permet du coup de connaître la sensibilité face à un vécu, d'avoir un bagage traumatique, d'avoir une assise à la fois théorique et politique qui nous permet d'avoir les armes pour lutter. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est d'avoir ce recul face à l'œil occidental et de se dire on est nous. On a tellement été dénigrés par l'œil du colon, par l'œil occidental, qu'à un moment, en fait, on a ce besoin fondamental, et j'ai même envie de dire physiologique, de sortir de ce trou et de lever la voix et de crier, d'exposer qui nous sommes. Et en dernière instance, restez connectés, stay tuned. Non, je rigole. On va vous parler d'un rapport sensibilisation face à tout ce qu'on a dit, parce que c'est vrai que c'est lourd, c'est symbolique, c'est puissant ce qui s'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'en vrai, je pense que vous avez vu avec ce qu'on a dit qu'on en a fait pas mal de choses vis-à-vis du vécu traumatique. Mais aujourd'hui, pour nos générations, pour nos petits, pour nos frères et sœurs, pour nos familles, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Quel message on pourrait leur adresser, Salva ? Moi, déjà, j'aimerais dire que oui, il y a une évolution. Oui, moi, j'ai parlé du fait que on me disait « Waouh, t'as une belle culture, etc. »
Mais déjà, en fait, grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok surtout, on a vu que notre culture elle est plus découverte. Et même dans les banlieues, en banlieue, en quartier, on nous connaît plus, on va dire. Que même dans les quartiers, je vois des mamans qui me demandent ouais, tu sais où je peux trouver des tenues indiennes, etc. Enfin, voilà, je vois qu'il y a une plus grande connaissance du pays qui arrive, mais ça, je vois surtout de moi, de mes 21 ans, de ma génération à moi. Mais si on voit les plus jeunes que nous, je vois qu'il y a encore une discrimination. Ma petite sœur qui est au collège, elle a une fête culturelle au collège, un truc que moi j'aurais toujours rêvé avoir parce que j'ai toujours aimé les tenues indiennes. Mais elle, quand elle a eu ça, elle n'a pas osé mettre une tenue indienne parce qu'elle m'a dit non, je vais mettre ça à des fêtes, mais pas au collège, ils vont se moquer. Et moi, j'arrive pas à croire qu'en 2024, elle me dit encore ça. Qu'en 2023, elle me disait encore ça. En faisant en sorte que que les moqueries s'arrêtent, les plus jeunes que nous, eux, déjà, ils vont se sentir plus libres. Déjà, ils vont se sentir plus tranquilles et du coup, ils pourront plus parler de leurs origines. Et de ce point de vue-là, en fait, ce serait vraiment de mieux expliquer aux gens, aux personnes qu'on est indien, qu'on est pakistanais, qu'on est bengali, qu'on est sri-lankais, mais qu'en fait, nous aussi, on est des personnes racisées et que nous aussi, on subit. Si ça s'arrête, déjà, les plus jeunes, ils vont se sentir plus tranquilles et comme ça, on pourra mieux avancer. Et c'est vrai qu'il y a ce côté sensibilisation directe, à savoir parler, que ce soit dans des ateliers, des animations, dans des fêtes de quartier, Ouais. parler justement de le racisme sud-asiatique, anti-sud-asiatique plutôt. Très pertinent. Moi, c'est vrai que je voyais ça différemment. Je vais prendre le mic, franchement. Branchez vos écouteurs, branchez votre casque, mettez le haut-parleur. Là, j'ai envie de m'adresser à tous, que ce soit des personnes qui sont victimes en tant que sud-asiatiques, que ce soit des personnes qui sont extérieures. J'ai envie de vous dire que j'espère que ce podcast vous a servi et vous a fait du bien. Plus encore, j'aimerais vous dire que il faut savoir dire stop aux choses qui ne sont pas normales. Il faut savoir s'affirmer. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas maintenant, les générations futures, vos frères et sœurs vont en pâtir. Et armez-vous. C'est-à-dire, osez en parler, même si ça peut faire du mal à d'autres personnes. Osez en parler parce que c'est important de s'armer avec des confrères si on est seul pour pouvoir lutter contre ça. Je pense aussi que c'est très important de s'affirmer, mais directement dans la parole. C'est-à-dire que quand on nous dit des choses qui sont racistes ou discriminantes, directement agir. Parce que je pars du principe que l'absence de réaction favorise la continuité de ces mots-là, de ces problèmes-là. C'est-à-dire que si en fait on ose lever la voix et limite s'énerver, bomber du torse et dire en fait non, ça ne passe pas, et qu'on éduque dans des propos plutôt brutaux les personnes, ça peut passer. Ça marche souvent quand les personnes ne sont pas éveillées intellectuellement et que tu peux pas leur faire comprendre que ce qu'elles disent est problématique. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des personnes que je venais de rencontrer, que je trouvais plutôt sympas. Je me suis dit, oh, ok, that's nice. Enfin, des gens sympas. Et la personne, elle m'a dit, ouais, d'ailleurs, faut que je te montre une photo de mon fils, il ressemble trop à un pack-pack. Je l'ai regardé, j'ai fait, pardon. Et elle m'a dit, un pack-pack. J'ai dit, mais t'es en train de me dire à moi le terme pack-pack et tout va bien dans ta tête. Et dans la manière dont j'ai parlé, elle s'est dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit, on ne dit pas ça. Elle m'a dit, mais comment ça? J'ai juste dit que c'était un pack-pack, il ressemble à un Pakistanais. J'ai juste dit pack-pack parce que c'est un diminutif de Pakistanais. Et je lui ai dit, est-ce que je t'appelle FR? FR, non? Donc, dans ce cas-là, pourquoi tu veux faire des diminutifs? Est-ce que la personne t'a autorisé à faire un diminutif? Elle m'a dit, non, mais je vois pas le mal et tout. Je lui ai dit, en fait, là, je pense que c'est un moment où j'aurais pu me dire, ok, flemme. Mais je me suis dit, Eva, allons au bout du processus d'éducation des populations. Je lui ai dit, c'est problématique parce que c'est un terme qui est à l'origine utilisé par les colons. Donc là, en fait, tu es en train d'utiliser un terme qui a décimé des populations et qui continue de décimer les populations. Est-ce que tu as toujours envie d'appeler la personne comme ça? Non. Et voilà, la personne s'est calmée. Vous voyez, je vous ai fait un exemple en direct live de comment il faut réagir. En fait, il faut remettre les personnes à leur place. Osons remettre les personnes à leur place. Il ne faut pas omettre de vue que nous, on a été violentés, que nous, on a reçu de la violence, que c'était pas normal. Donc, pourquoi ne pas faire comprendre à la personne que ce qui s'est passé était violent? Je pense que les gens ne comprennent pas les choses tant qu'ils n'ont pas reçu cette violence qu'ils ont envoyée aux autres. Donc, renvoyons la violence, en fait. Et est-ce que tu as un autre mot à dire avant de conclure le podcast? Moi, j'aimerais dire que je suis encore dans mon parcours de valorisation de mon origine.
peut-être que je vois par tes paroles que Eva est arrivée au bout et qu'elle, c'est bon, elle est à fond dans ses démarches. Elle veut devenir Je t'attends l'arrivée. la militante indienne, etc. Moi, je suis encore dans ce parcours-là. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages. Des fois, je suis dedans, des fois, je suis pas dedans. On me voit, mes amis indiens, ils me voient pas comme une fille qui est fière de son origine. Je vais pas vous mentir ça. Mais petit à petit, ça y vient. Déjà, si aujourd'hui je suis là et que je vous parle et que je vous demande d'écouter ce podcast, c'est parce que j'ai vraiment pris mon courage d'en parler et que même j'ai réussi à parler de ça en classe. J'ai vraiment réussi à parler on devait parler d'une expérience et moi j'ai décidé de parler de mon complexe identitaire. Au début, oui, les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? Et quand j'ai vraiment expliqué, ils ont dit, mais Salma, vraiment, bravo Salma, bravo. Et en fait, je me suis dit qu'on peut tous parler. Mais encore aujourd'hui, parler publiquement en tamoul, parler. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent venir. Mais c'est sûr qu'en voyant les gens autour de moi, ça va changer. Et en voyant encore la propagande, on va dire, ça va changer. Et franchement, l'échange était enrichissant. Donc, encore une fois, merci. Du coup, vous pouvez suivre cette incroyable personne sur son réseau social Instagram, que voici. Salva, SALVA, 21, point de tirer du bas. Donc, ceux qui veulent en parler, si quelqu'un a quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. C'est avec plus grand plaisir que j'écouterai. Également, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce moment avec nous et que ça vous a fait du bien, comme autant ça nous a fait du bien et qu'on a kiffé le moment. Je pense que j'ai jamais pu autant parler de ce problème que j'avais et qu'au début, je ne considérais pas comme un problème. Voilà, sincèrement. Ça, c'est fort. Si vous aussi vous souhaitez discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, rejoignez-nous sur le podcast. Les inscriptions sont ouvertes via un Google Form ou par email à contact@talktaboomedia.fr. Vous trouverez les liens sur les plateformes de podcast. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Talk Taboo Media sur toutes les plateformes. Vous nous trouverez facilement en tapant Talk Taboo Media sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify parce que c'est là que vous allez nous retrouver. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un avis parce que c'est grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer et continuer cette belle aventure et également voir les fruits de notre travail. Ce qui est super important et ce qui nous donne également du carburant pour continuer. Merci encore de nous avoir écoutés et rappelez-vous, ici on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. À très vite dans un prochain épisode du podcast de Talk Taboo Media.